Écoutez, bonjour à tous et à tous. Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison, la saison 3 de notre webinaire Alliance Bâtiment Circulaire. Euh, donc, euh, le fonctionnement est assez simple. En fait, je vais passer une vingtaine, 25 minutes en fait, à vous présenter l'objet de ce séminaire-là, ce webinaire-là, qui a à voir en fait à vous présenter euh, le portail international des produits sains et circulaires. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Si on veut échanger entre nous, ce sera évidemment possible. Et je vous donnerai le contexte de ce webinaire-là, euh, comment il peut profiter à nous tous. Donc, voilà. Donc, je fais rentrer les personnes qui sont en salle d'attente. Voilà. Et je vais partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir commencer. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui, oui. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Génial. Alors, juste pour en deux mots pour vous dire en fait, l'Alliance Bâtiment Circulaire, en fait, on a lancé l'initiative pendant le premier confinement, parce qu'on s'est dit, vu qu'on est bloqué, et puisqu'on nous parle de créer un monde différent, ce qui ne s'est pas encore complètement avéré pour l'instant, mais on y travaille tous, je pense, c'est bien du coup de pouvoir partager, informer sur les bonnes pratiques en matière d'économie circulaire, notamment appliquées au bâtiment. Donc, c'est une invitation pour chacun d'entre nous qui, quels que soient nos secteurs d'activité, aménageurs, investisseurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études, constructeurs, fabricants, consommateurs, de pouvoir contribuer et partager. Donc, c'est vraiment une tribune qui se veut ouverte à toutes et à tous. Ce n'est pas un business, c'est juste en fait une manière de pouvoir partager nos bonnes pratiques, partager nos outils, partager donc tout ce qui est de nature à pouvoir faire évoluer la conscience dans le monde du bâtiment et notamment dans le domaine de l'économie circulaire et tout ce que ça implique en matière de santé, de préservation des ressources, de neutralité carbone, etc. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez. Nous, on s'occupe de tout en matière d'organisation. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir une présentation en PowerPoint et puis nous, on inscrit ça dans l'agenda et puis on organise en fait le Zoom que vous êtes en train de le suivre maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé. Euh, alors, juste, peut-être certains l'ont déjà vu parce que peut-être certains ont déjà participé à ces webinaires-là. Donc, mais pour ceux qui viennent d'arriver, ça me paraissait important de communiquer sur le fait que l'économie circulaire, en fait, c'est d'abord et avant tout un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme, un changement de manière de voir le monde, en fait, et des modèles économiques qui vont avec. Dans l'approche classique de cradle to grave, donc du berceau au tombeau, c'est une expression un peu plus anglo-saxonne, donc en gros de gestion de déchets, on extrait, on fabrique, on utilise, on jette, c'est-à-dire que quand on a fabriqué ou quand on a extrait des ressources, on ne s'est pas posé la question de ce que ça allait devenir ensuite. Dans l'économie circulaire, la véritable économie circulaire, ce n'est ni en fait une valorisation de déchets, ce n'est ni en fait juste du réemploi. L'économie circulaire, c'est d'avoir une approche biomimétique qui imite la nature, dans laquelle tout fonctionne en cycle, de manière à ce que les ressources soient effectivement préservées. Et même si on fait du réemploi, la question c'est qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait un réemploi ou deux réemplois. Donc l'économie circulaire ne se résume pas au réemploi et elle n'est certainement pas en fait orientée déchets. Donc dans une approche vraiment circulaire, et encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est que la notion de déchet n'existe pas. C'est-à-dire qu'on s'organise pour imiter la nature, pour que tout soit et reste ressource. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être extraire une fois, on va fabriquer, mais on va faire de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va imaginer ce que ça va devenir en fin d'usage, de manière à ce que ça puisse être peut-être réemployé ou réparé plus facilement, peut-être réutilisé, c'est-à-dire réemployé dans un autre contexte, et au final, en fait, que ça puisse être donc upcyclé, c'est-à-dire que les matières premières qui constituent mes produits puissent réintégrer un processus de production, soit à travers ce qu'on appelle un cycle biologique, qui consiste à revenir à la terre sous forme de compost par exemple, ou à travers ce qu'on appelle un cycle technique pour servir de matière première secondaire pour fabriquer les mêmes produits, des moquettes à partir de moquettes par exemple, ou des moquettes en fait des produits différents. C'est ce qu'on appelle du coup une boucle ouverte. Et pour ceux qui ne seraient éventuellement pas
encore convaincu. Pourquoi c'est important? C'est parce que on est beaucoup plus proche d'une pénurie des ressources qu'on l'imagine. Et souvent, on nous parle en fait voilà, des matières fossiles, en fait. Hein. On parle du pétrole, on parle du gaz, etc. Mais à la limite, il nous reste beaucoup plus de temps que certains produits qu'on utilise aujourd'hui. Par exemple, l'indium qui est ici, qui est un produit qui est un métal qui est très utilisé dans la fabrication des panneaux solaires ou les écrans LCD. Et vous voyez, en fait, aujourd'hui, donc, il n'y a que 19 années de réserves qui sont recensées. Donc, le paradoxe, c'est qu'on essaie de remplacer des énergies dites non renouvelables, parce que ça s'appuie en fait voilà, sur du pétrole qui est dit non renouvelable, en utilisant des matières qui sont encore moins durables. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on utilise comme matière, comment on la récupère, comment on la réinjecte dans le processus de production. On a aussi des problèmes similaires avec le lithium. Donc, des produits en fait qui sont essentiels, y compris pour remplacer des technologies qui seraient moins durables. Mais comme au final, tout repose sur des matériaux, c'est vraiment important voilà, de comprendre ça et de s'organiser pour que tous ces matériaux ne soient pas perdus. Aujourd'hui, vous avez 35 à 40% du cuivre qui est perdu pour les générations futures parce qu'il a été soit enfoui, soit alliagé. Et donc, il n'est plus disponible pour tous les nombreux usages qu'on a du cuivre voilà, pour maintenir notre mode de vie. Maintenant, si on applique ça au domaine du bâtiment, qui est votre secteur de prédilection, pourquoi on a choisi ce domaine-là? C'est parce que c'est là où il y a la plus grande consommation de ressources en France. On a à peu près un parc d'1 milliard de mètres carrés et il y a à peu près 50 millions de mètres carrés qui sont renouvelés tous les ans, soit des nouvelles constructions, soit des rénovations. Et il faut savoir qu'un bâtiment, c'est un métabolisme lent. Ça veut dire que 75% de ses constituants vont évoluer durant la vie du bâtiment et pour certains plusieurs fois. Et vous avez en fait sous les yeux le nombre de fois. Alors ça dépend si c'est des bâtiments tertiaires, commerciaux ou résidentiels. Effectivement, les périodicités changent, on a les chiffres. Hein. Mais en gros, ça représente plus ou moins ça. Et il y a des mobiliers qui va, une fois qu'il est installé, être remplacé en général 7 fois en moyenne, les systèmes techniques en général 3 fois, etc. Donc, comme le bâtiment, il y a ce milliard de mètres carrés, comme c'est un métabolisme lent, et qu'aujourd'hui, c'est une grosse source de déchets dans une approche très linéaire, telle qu'on a l'habitude de le faire. Comme vous le savez peut-être, 70, on dit même dans 85%, maintenant on dit, des déchets en fait, qui sont produits en volume par rapport aux déchets français. Et les 50 millions de mètres carrés dont je parlais tout à l'heure, en fait, ça représente tous les ans environ 35% des matières premières. C'est aussi un gros producteur de CO2, le bâtiment. Alors là, j'ai mis en fait 26% d'émissions directes de CO2. Donc ça, c'est vraiment juste de la consommation. Hein. Donc c'est le CO2 qui est émis par notre consommation énergétique. C'est ce qu'on appelle le scope 1 quand on fait un bilan des gaz à effet de serre. Mais il y a deux scopes, il y a scope 2 et scope 3. Le scope 2, c'est l'énergie, le carbone qui a été nécessaire pour pouvoir, par exemple, transporter le fuel jusqu'à un bâtiment pour qu'il soit donc effectivement transformé en chaleur. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle le scope 3, qui correspond au CO2 qui a été nécessaire dans la fabrication des produits, depuis leur extraction jusqu'à la fabrication, mais également, ça c'est ce qu'on appelle le upstream, mais également ce qu'on appelle le downstream, c'est-à-dire une fois que le produit est arrivé en fin de vie et qui va être soit peut-être enfoui, soit au contraire en fait upcyclé, le CO2 qui est nécessaire aussi à cette étape-là. Donc, vous voyez en fait qu'il y a un des vrais enjeux, c'est un gros consommateur de ressources, un gros producteur de CO2 de déchets dans son mode actuel, et c'est aussi une source de coût pour les propriétaires des ressources usagées qui sont dans le bâtiment. Oui, je n'utilise pas le terme déchets. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de passer dans un modèle circulaire où le bâtiment, où les ressources du bâtiment, finalement, gardent leur statut de ressources jusqu'à ce qu'elles soient arrivées en fin d'usage et qu'elles soient redirigées vers les bons écosystèmes comme dans la nature, qui va être peut-être en passant par un réemploi temporaire ou une réutilisation temporaire, au final faire que les matières premières, une fois que le produit est vraiment hors d'usage, puissent être intégrées dans un cycle biologique ou un cycle technique, c'est-à-dire peut-être injectés dans les processus de production. Et que comme ces produits usagés ont une valeur économique résiduelle, qu'à travers ce qu'on appelle nous une action de ressources management, gérée par un ressource manager, que cette économie, cette revenu, puisse revenir vers le propriétaire de la ressource, ce qui l'encouragera à faire de l'éco-conception et à choisir des produits de qualité.
Les conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des retours d'expérience en fait, où on peut récupérer jusqu'à 15% de la valeur ajoutée, enfin, du coût initial d'acquisition des produits quand on donc, valorise un, un bâtiment ou une partie d'un bâtiment. On peut récupérer jusqu'à 15% du coût d'acquisition matière initiale, régénérer jusqu'à 82%, et encore, on peut améliorer ça. On a vraiment une mesure en fait de l'empreinte CO2 parce qu'on maîtrise en fait tout ça. Je vais vous montrer comment. Et puis on peut aussi maîtriser la santé, puisque quand on parle d'économie circulaire, sans doute vous le savez, mais je préfère le rappeler, on ne dissocie pas la dimension santé d'économie circulaire. C'est inclus dans cette notion d'économie circulaire. Ça serait idiot de faire tourner des matières dont l'accumulation créerait de plus en plus de toxicité. Voilà, c'est des choses qui commencent à se généraliser. On commence à avoir des centaines de milliers de mètres carrés qui sont effectivement conçus selon ces principes-là, que ce soit des sièges sociaux, des parcs d'activité, des hôtels. Là, vous avez Accor aujourd'hui qui est en train de construire des chambres Ibis ou Novotel qui sont conçues sur ce modèle-là, avec des produits qui sont, on verra, caractérisés, démontables, et dont on connaîtra les futurs usages en fin d'usage. Sachant qu'une chambre, la durée de vie d'une chambre, c'est environ 6-7 ans, parce que les chambres sont rénovées tous les 6-7 ans. Vous voyez qu'on est vraiment en fait dans une circulation des ressources et qu'on a intérêt en fait à ce que ça circule bien. Pour ça, il faut faire de l'éco-conception. Donc, et je vais arriver au portail, mais d'abord, je dois vraiment donner le contexte de pourquoi en fait on a un portail, à quoi ça sert. Sinon, ce n'est pas très utile. Quand on veut rénover ou construire un bâtiment, c'est important de le penser selon le principe banque de matériaux. C'est un concept que Psycléa, quand on s'appelait encore EPEA, a inventé il y a environ 8 ans dans un projet européen. Vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle BAMB, Building as a Material Bank. On a inventé cette notion de banque de matériaux. Donc, dès le départ, on construit le bâtiment pour qu'il soit le plus démontable possible. Alors évidemment, c'est pour que ce soit plus flexible, plus réversible, mais aussi pour que si on doit, en fin d'usage, quand on devra déposer Non. des produits usagés, eh bien que le coût soit le plus faible possible. Parce que ça, c'est important. L'économie circulaire s'appuie forcément sur un modèle économique viable. S'il n'y a pas de modèle économique viable, il n'y a pas d'économie circulaire. Donc il faut s'organiser en amont pour faire les bons choix de systèmes constructifs démontables. Et également, on a besoin de data, on a besoin d'informations, on a besoin de savoir quel genre de produit on va mettre dans nos bâtiments. Est-ce que c'est un produit qui est sain? Est-ce que c'est un produit dont les matériaux donc n'ont aucune capacité de recyclabilité? Est-ce que c'est un produit qui est conçu pour être démonté facilement? Est-ce que c'est un produit qui a une faible empreinte carbone, qui utilise beaucoup d'énergie renouvelable, qui inclut une grosse part de recyclé dans sa conception? Donc ces informations-là, en fait, aujourd'hui, on ne les a pas. On ne les a pas, et donc on a besoin d'avoir ce concept de passeport circulaire qui va justement collecter ces données, et qui est données qui proviendront, on le verra, directement des fabricants. En ce qui concerne des produits, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir caractérisé des produits, mais encore faut-il choisir de bons produits. Donc, on va choisir des produits qui vont être, par exemple, certifiés Cradle to Cradle ou équivalents. Donc, pas forcément certifiés, mais qui présentent des qualités en matière mesurable, en matière de non-toxicité, de circularité, d'énergie de production, d'empreinte carbone et d'impact positif sur l'eau et sur l'humain. Donc, si vous avez ces deux ingrédients, des bâtiments conçus pour être démontés facilement, des produits caractérisés qui sont de bonne qualité sur un plan santé et environnemental, à ce moment-là, vous avez la bonne alchimie qui vous permet de pouvoir faire derrière du resource management et boucler la boucle et créer de la valeur plutôt que des déchets. Alors, je vous ai parlé de cette notion de passeport circulaire. C'est ce qu'on va trouver dans le portail upcycler.cloud qui est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Je vous montrerai évidemment tout à l'heure. Et vous voyez, voilà ce que vont remplir les fabricants. Ils vont remplir la composition de leurs produits, ils vont remplir donc, la part de recyclé, la durée d'usage, les prochaines vies, l'empreinte carbone, etc. Et cette information, ils peuvent en disposer eux-mêmes, ils peuvent aller la retrouver dans des processus qu'ils ont fait, par exemple, pour faire d'ACV, pour par exemple évaluer l'empreinte carbone de leurs produits. Donc, ils peuvent peut-être, s'ils ont fait des FDES, du coup, intégrer les valeurs des FDES ici, là, au niveau de l'empreinte carbone. Ce n'est pas la peine de réinventer des choses qui existent déjà. Donc, le but du passeport circulaire, c'est de collecter une information qui est en général diffuse et qui, en général, n'est pas maîtrisée, paradoxalement, par les fabricants. C'est-à-dire que nous, Upcycléa, on est évaluateur agréé Cradle to Cradle. Quand on fait une évaluation Cradle to Cradle, au départ, ce n'est pas simple pour des fabricants de retrouver
l'information en interne, voire chez ses sous-traitants. Or, on a besoin de connaître la composition du produit, on a besoin de connaître en fait tout un tas d'éléments. Et ça, cette collection d'informations est nécessaire pour que les produits soient choisis consciemment, en toute connaissance de cause, par les architectes et du bureau d'études, et le promoteur ou le bailleur qui va rénover ou construire son parc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la partie introductive. C'est pour ça que donc, on a créé chez Epsiclea, on a créé un outil qui s'appelle MyEpsiclea, qui contenait déjà cette notion de passeport circulaire. Et pour faciliter et démocratiser l'accès à ces produits sains et circulaires, donc on a ouvert un site qui s'appelle epsiclea.cloud, qui permet à tout le monde de s'ouvrir un compte gratuitement et de pouvoir accéder à cette liste de passeports. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc, voilà. Donc là, vous êtes sur epsiclea.cloud /fr. Donc, ça existe en version anglaise, espagnole et française. Vous pouvez vous inscrire en fait en ligne sur le portail et du coup accéder aux passeports circulaires qui sont disponibles et qui sont partagés avec notre logiciel MyEpsiclea. Donc, c'est la même base qui est partagée. Donc, et vous voyez, en fait, vous avez tout un tas de passeports. Il y en a plusieurs milliers aujourd'hui avec des gros acteurs comme Saint-Gobain, Target, Interface, Cemex. C'est toute nature. Vous avez ici tout un tas de catégories de produits en fait, qui sont disponibles. Et vous avez donc des capacités de recherche et vous allez voir des petits pictos dont je parlerai tout à l'heure. Par exemple, si je veux rechercher les isolants qui sont dans la base, vous allez trouver les produits qu'ont déclarés les fabricants eux-mêmes. Et ça, c'est important. Ce sont les fabricants qui ont déclaré, et donc parce que c'est eux qui disposent de l'information, donc les différents produits qui vont pouvoir être utilisés en toute connaissance de cause sur un projet. Voilà. Donc ça, il y a des dispositifs de recherche. Vous pouvez aussi, ce qui est intéressant, vous pouvez aussi faire une recherche par matériaux. C'est-à-dire que pour pouvoir créer un passeport circulaire, on a dû inventer il y a 4 ans une nomenclature universelle, parce qu'il n'existe pas une nomenclature qui permette à tout le monde de pouvoir partager les mêmes dénominations pour les matières et pour les matériaux. Par exemple, certains vont parler de nylon, d'autres vont parler de polyamide, d'autres polyamide 66, d'autres de PA. En fait, ils parlent de la même chose. Donc, si par exemple, je cherche, je sais pas, des gens qui ont déclaré des passeports qui ont à voir avec le béton, vous voyez, je me balade dans une nomenclature qui est partagée de tous et je vais par exemple choisir du béton. Ouais. Et là, je vais avoir naturellement en fait les produits, les passeports qui correspondent aux produits qui ont à voir avec le béton en tant que matériau. Donc, le but, c'est vraiment de faciliter l'accès à ces informations-là de manière à pouvoir permettre, encore une fois, aux ingénieurs, aux bureaux d'études, aux architectes, moyennant un accès gratuit en fait, à ce portail-là, d'accéder à ces informations-là qui sont nécessaires pour créer des bâtiments circulaires. Si on n'a pas de data, ça va être très compliqué et on risque de détruire la valeur plutôt que d'en créer. Vous avez noté qu'il y a un certain nombre de petits pictos. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Yuka dans le domaine alimentaire, c'est quelque chose qui est très proche. Donc, ce sont des pictos qu'on attribue quand un fabricant le demande pour pouvoir aider là aussi la sélection des produits. Vous voyez. Donc, c'est assez utile parce que, par exemple, ça nous permet de dire, voilà, dans nos recherches, par exemple, je veux tous les produits qui sont certifiés Cradle dans la base. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas évidemment que des produits Cradle là-dedans. Vous pouvez aussi choisir des produits en vous focalisant sur la toxicité, la non-toxicité, la circularité. Donc, ça vous permet de pouvoir faire un choix, un tri rapidement des produits. Ça vous permet de pouvoir donc aussi voir les produits qui sont les plus vertueux, par exemple dans tel domaine. Là, j'ai choisi dans le domaine de la moquette, avec ces critères-là, je vois les produits qui sont vraiment les plus vertueux. On peut aller faire un tour, par exemple, chez Target. Donc, vous voyez, ici, on va trouver, je vais prendre un autre exemple, parce que un exemple encore plus riche qui est celui du lino, par exemple.
J'aime bien celui du lino parce qu'ils ont décrit très en détail, si je me souviens bien, la composition, vous voyez. Donc, voyez, donc ça, ils peuvent définir les différents composants de leur produit, ils peuvent mettre ça en composants, et pour chacun des composants, dire de quoi est fait le composant. Oui. Donc, ils peuvent aller plus ou moins loin, c'est eux qui le décident dans la décomposition. Donc, cette composition est utile parce que quand on va créer des écosystèmes, je vous en parlerai après, on va faire des rapprochements entre les composants et les matériaux d'un produit et des besoins dans ces matériaux-là qui sont peut-être demandés par ailleurs. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le resource management. Ils vont aussi indiquer dans quelle mesure ils répondent ou pas à la liste des produits bannis par le Cradle to Cradle. On a pris ça comme principe parce que c'est le standard le plus reconnu aujourd'hui au niveau des produits. Encore une fois, le produit n'est pas forcément, pas besoin d'être forcément certifié à partir du moment où quelqu'un, en interne ou en externe, prouve qu'ils n'ont pas ces produits interdits. Ouais. Ils vont aussi déclarer, par exemple, la part de recyclés ou de matériaux rapidement renouvelables, biosourcés, la période d'usage. Si éventuellement ils ont des choses qui sont prévues, des prochaines lignes qui sont prévues en termes de réemploi, d'upcyclage. Donc là, il y a un programme en fait, qui est prévu chez Parquet qui s'appelle Restart. Ils vont rentrer de l'information éventuellement sur le côté C2C, sur les différentes empreintes carbone qui en général sont issues de leur FDES ou de leur EPD. L'empreinte de production, donc nous on regarde pas mal la partie renouvelable aussi, l'impact sur l'eau, et puis d'autres informations donc ils peuvent donner, et notamment des produits, des documents de pause, d'installation, de maintenance, etc. Oui. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet justement de pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les produits. Et vous avez vu que ces petits pictos, en fait, sont là pour justement aider à la lecture. Alors, pour information, donc ces pictos peuvent être colorés ou pas. Quand il n'y a pas de picto, ça veut dire qu'il y a certains seuils qui ne sont pas satisfaits ou qu'il n'y a pas de preuves à ce que le fabricant annonce. S'il y a des preuves et qu'elles sont autodéclaratives, à ce moment-là, il y a un petit picto noir et blanc. Et si c'est des preuves qui sont prouvées par un tiers, parce qu'il y a un label, un certificat ou qu'il y a un laboratoire qui a fait le travail pour eux et qui nous apporte la preuve, à ce moment-là, ils ont le petit logo. Quand ils vont créer ces passeports-là, ils ont une zone où ils peuvent mettre des documents en privé de manière à ce que nous, on en fasse l'analyse pour vérifier que ce qu'ils annoncent est correct. Donc, quand un fabricant va rentrer son passeport, il va passer d'abord par une étape de publication, où nous, on fait un contrôle qualité pour s'assurer qu'il ne manque pas d'informations utiles pour l'exploitation de leur passeport. Et s'il le veut, le fabricant peut en plus s'abonner pour faire en sorte que nous, en tant que Psycléa, on vérifie les preuves qu'il nous apporte pour pouvoir délivrer les petits pictos et donc être visible, plus visible en fait, donc sur le portail. Donc voilà comment ça marche aujourd'hui. Pour information, ici, on trouve justement quelles sont les conditions pour obtenir ces petits pictos. Ce n'est pas une certification label de plus, c'est juste au contraire pour rendre visible des propriétés qui sont positives en termes de santé et d'environnement et qui sont peut-être prouvées par différents labels ou certifications que possède le produit. Donc si par exemple vous avez ici une part dans votre bouquet énergétique, vous avez une part d'énergie renouvelable ou une stratégie et que vous avez identifié l'empreinte carbone de votre produit, ça nous suffit à nous pour dire et qu'il y a les preuves pour avoir le petit picto coloré. Donc, encore une fois, c'est plus pour faciliter la visibilité et donc l'accessibilité, mais sur la base de labels, de produits ou d'évaluations qui ont été faites soit par le fabricant, et c'est en noir et blanc, soit par des tiers, et c'est en couleur, et sur la base des preuves qui sont fournies. Oui. Donc là, on est sur quelque chose en fait qui a pour vocation de pouvoir finalement démocratiser l'accès à des produits sains et circulaires, de manière à ce qu'on puisse les utiliser sur les produits, sur les bâtiments, de manière à ce qu'on crée des bâtiments qui ont un plus grand potentiel de cyclabilité, de recyclabilité et de santé. Pour revenir à ma petite explication ici, sur mon PowerPoint, ce qui est intéressant aussi, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais on a aussi des petits ID qui sont identifiés ici.
chaque passeport a un identifiant unique. Donc, cet identifiant unique, on peut l'utiliser aussi on peut aussi l'utiliser pour se connecter au monde du BIM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, outre le fait que cette base intègre les produits d'Ignes ou les produits du Cradle, on peut aussi se connecter à des bases qui proposent des objets BIM. Et les objets BIM aujourd'hui n'ont aucune information environnementale. Parfois, ils ont un petit peu une empreinte carbone. Donc, en ayant l'ID dans l'attribut de l'objet BIM en question, on est capable du coup de pouvoir, par construction, quand on importe un objet BIM, avoir également le lien vers toute l'information environnementale du passeport circulaire qui lui correspond. Du coup, on peut importer ça dans les maquettes, dans les modèles, et après, derrière, on peut faire des imports dans un outil comme MyEpsiclea, qui est un autre outil qu'on propose, qui permet justement de pouvoir créer des banques de matériaux, faire des calculs d'indicateurs et pouvoir en fait créer des écosystèmes grâce aussi à des techniques d'intelligence artificielle dont je parlerai rapidement. Voilà, MyEpsiclea, c'est ça. C'est un outil qui va prendre en entrée des librairies, comme celle qu'on vient de voir, de produits circulaires, mais également des librairies de transformation. Donc, il y a des centaines de transformateurs qui sont disponibles dans les librairies MyEpsiclea, et aussi des gens qui vont déclarer des besoins. Parce que pour fonctionner, pour être vraiment en économie circulaire, contrairement à l'économie linéaire où on part d'un tas de déchets dont on ne sait rien, puis on paye quelqu'un pour nous en débarrasser, ici, on va partir du marché, on va partir des besoins. Donc, quelles sont les personnes qui ont des besoins? Elles vont être caractérisées toujours sur le principe de passeport circulaire. Quelqu'un qui a un besoin peut se créer des passeports circulaires s'il le souhaite, ou utiliser les passeports circulaires qui sont là et qui sont existants, de manière à exprimer son besoin en quantité, en nature, en date. Et puis, derrière, on va utiliser les gisements qui sont caractérisés par ces passeports ici. Soit on les crée à la main, je vais dire, dans l'outil, soit en fait, ils sont importés depuis le BIM. Et derrière, on va utiliser des algos pour nous faire des propositions d'écosystème, toujours en partant du besoin. Si un besoin, par exemple, je ne sais pas, DIM, par exemple, veut du nylon régénéré pour faire des collants, on va partir de ce besoin-là et la fonction d'IA va proposer, par exemple, des gisements dans un bâtiment où il y a des moquettes en nylon qui sont disponibles à telle date et qui peuvent, en moyennant un désassemblage, une massification et puis une dépolymérisation, être données à du nylon régénéré pour répondre aux besoins de DIM pour faire du collant. Ou ça peut être les fabricants eux-mêmes qui peuvent en fait vouloir récupérer le nylon des moquettes pour refaire des moquettes en nylon. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est comme ça parce qu'on a de la data qu'on peut créer des écosystèmes créateurs de valeur et pas créateurs de déchets et de coûts et générer des tas d'indicateurs à la fois sur les gisements qui constituent la banque de matériaux que constitue le bâtiment ou sur les écosystèmes qui sont le résultat de cette volonté de réemployer ou d'upcycler des produits usagés. Oui, oui. Dès qu'on a des data associées à des produits qui constituent un bâtiment, on est capable d'avoir ce que nous on appelle une signature circulaire globale au niveau du bâtiment, c'est-à-dire l'empreinte carbone qui serait calculée assez classiquement, qu'on peut aussi avoir par catégorie, mais aussi donc la non-toxicité, le degré de circularité, de démontabilité, la part de recyclé, etc. Et plus intéressant encore, la valeur économique résiduelle des produits qui constituent le bâtiment. Parce que voilà, on propose des grandes tables où on est capable de dire en hypothèse haute et basse, donc que ce soit réemployé ou upcyclé, quel est le coût de revente en fait des potentiels. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, maintenant, on y travaille de plus en plus en économie circulaire, la survaleur induite par une gestion circulaire des ressources du bâtiment. Alors vous avez vu, donc on a vu au niveau du portail, on a travaillé sur les passeports, donc sur les produits, c'est-à-dire que tout fabricant peut venir donc demander à avoir un compte pour créer ses passeports et tout utilisateur qui s'est ouvert un compte en ligne peut accéder à ces passeports. Mais on peut aussi, ça permet aussi à des gens qui veulent déclarer leurs besoins, leur transformation, de le faire en se connectant sur upcycler.cloud. Donc là, je vous montre rapidement, c'est les mêmes principes. Donc, ils peuvent demander à s'inscrire ou se connecter. Quand ils demandent à s'inscrire, on leur envoie un compte, en fait, un identifiant mot de passe sous 24 heures. Ouvrez, c'est gratuit. Donc là, par exemple, je suis en mode. Donc, voilà. Donc, en tant que besoin, je peux du coup, en fait, créer mes besoins. Et je parlais de DIM tout à l'heure. Par exemple, si je vais voir DIM ici, donc voilà, ils vont tout simplement dire, en fait, moi,
je veux du non régénéré, je le veux à tel endroit, voilà le contact. Ça correspond à un passeport circulaire qui s'appelle nylon, voilà, qui a telle et telle qualité, qui est fait à partir de polyamide 6, parce que moi c'est le polyamide 6 qui m'intéresse, mais pas le polyamide 66, parce que ça se dépolymérise mal, etc. etc. Et j'en veux telle quantité, voilà. Je suis flexible sur la quantité, je suis flexible sur la date, mais c'est ça, cette date qui m'intéresse, et je veux que ce soit livré à tel endroit. Et si on le veut, on peut aussi donc faire en sorte que soit on peut donc faire en sorte que ce besoin soit public. Donc ça veut dire que toute personne en fait qui aura des modules MyPsyclia pourra accéder en fait à ces besoins. Même chose pour les gens qui veulent déclarer des transformations. Ils reçoivent un compte transformateur. Voilà. Normalement, ils reçoivent que ce rôle-là. Moi, j'ai plus de rôles parce que je suis administrateur, mais ils recevraient que ce rôle-là. Et ça leur permettrait de créer en fait des transformations. Et créer une transformation, c'est quoi? C'est dire, ben voilà, je veux créer une transformation parce que c'est ma spécialité dans le tri, dans le transport, dans le contrôle, dans le stockage, etc., dans le cyclage. Vous voyez. Donc, par exemple, si je veux créer une transformation alchimie, je peux très bien en fait aller. Vous voyez, là, on passe par la nomenclature, très important pour on parle tous de la même chose. Donc, si par exemple, je veux transformer le plomb, voilà, donc moi, ce que je fais, moi, c'est transformer le plomb en argent. Alors, pas en or, parce que or, on trouve beaucoup là-dedans, donc plus rapide si je vous montre en fait de l'argent, qui est un autre métal de transition comme l'or d'ailleurs. Et voilà, donc moi je transforme le plomb en argent, éventuellement avec telle contrainte qui font que ça ait tel format. Et puis quand on m'amène en fait 1 kilo de plomb, ben moi je le transforme en fait en 10 kilos d'argent. Et j'ai trouvé en fait cette opération demande 0 CO2. Donc voilà l'alchimie parfaite. Et c'est comme ça qu'on crée, et je fais ça sur tel site, c'est comme ça qu'on crée en fait une transformation, là aussi qui est vérifiée au niveau contrôle qualité, qui permet ensuite des modules de MyPsyclia, qui est l'outil qui permet de pouvoir exploiter ces informations-là, de pouvoir créer des écosystèmes. C'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les conditions pour déclarer des besoins caractérisés, déclarer les transformations. Et si j'ai mon bâtiment, ben, j'ai utilisé un module de MyPsyclia, par exemple, pour créer des gisements de produits caractérisés par des passeports circulaires. Et si je fais du resource management, c'est-à-dire si je fais en sorte qu'en fin d'usage, mon produit puisse être réintégré dans un écosystème de réemploi, de réutilisation ou d'upcyclage biologique ou technique, ben, je vais essayer de constituer un écosystème comme dans la nature. Dans la nature, vous avez ici les feuilles mortes, les micro-organismes et les nutriments qui sont consommés en fait par la faune ou la flore. Donc, c'est là où je vais utiliser ces fonctions-là pour me dire, en partant du besoin, ben, tiens, ici, je sélectionne le besoin DIM et on va avoir des propositions qui vont être faites en termes de gisement, peut-être une filet de pêche usagée, une moquette usagée, une ressourcerie ou du nylon. Et puis les transformateurs intermédiaires qui vont être aussi proposés pour fermer en fait pour faire mon écosystème. C'est un petit peu comme un GPS, la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Dans mon écosystème, je vais pouvoir en fait dire combien j'achète de mon gisement, quelle quantité j'en prends, combien je paye ma transformation, et à celui qui a le besoin ici, compte tenu de ce que ça m'a coûté avant et des quantités que je peux récupérer, combien je lui vends la matière première secondaire, par exemple, qu'il demande, ou le produit à l'employé qu'il demande, pour la date et la quantité proposée. Et derrière, quand on a tout ça, on fait du calcul d'indicateurs en termes de déchets évités, CO2 évité, et le bilan économique en termes de revenus, d'économie ou de coûts en fait, induits par l'écosystème. Donc, écosystème par écosystème, quand on a toutes ces informations sur le CO2 des transformations, sur le CO2 des produits, sur le coût d'acquisition des gisements, de transformation, on est capable de pouvoir très facilement calculer en fait les déchets, les CO2 évités, ainsi que faire un bilan économique. Et ça permet de faire véritablement du scope 3 au niveau empreinte CO2, puisque je vous disais que le scope 3, c'était la partie amont qu'on trouve facilement du FDES, en fait, qui est l'extraction jusqu'à la fabrication. Et ensuite, la partie aval, mais une vraie partie aval, pas une partie fin de vie, une partie vie suivante, qui est liée à la réalité des écosystèmes qui vont
qui vont upcycler ou réemployer ou réutiliser des produits ou des matières usagées. Voilà, ça c'est le genre de choses, par exemple, que Accor et Accor Invest développent dans les outils, dans leurs hôtels. Ils ont des chambres caractérisées, comme on l'a vu. Ils ont par ailleurs des besoins hein, qui peuvent exister au niveau des hôtels. Peut-être qu'un hôtel peut récupérer une tête de lit. Donc tout ça, c'est géré là-dedans. Derrière, donc, on peut faire du réemploi en boucle fermée au sein d'un groupe ou envoyer de la matière première secondaire à des gens qui ont des besoins en matière de matière première secondaire pour refaire peut-être du panneau de plâtre, du plafond, de la moquette, du lino, etc. Ou alors on peut être en réemploi en boucle ouverte en passant par des places de marché qui peuvent peut-être publier des produits usagés ou des matières dont on ne sait pas quoi faire par rapport aux deux scénarios précédents. Voilà, les conditions d'accès, pour conclure, comme ça ensuite je prends vos questions, c'est on a fait en sorte que tout soit le plus gratuit possible. Donc les comptes sont gratuits pour les fabricants, ils peuvent créer autant de passeports circulaires qu'ils le souhaitent. Les comptes sont gratuits pour les transformateurs et les responsables besoins, donc ceux qui vont créer les transformations et des besoins, ils peuvent créer autant qu'ils veulent. Ils font la demande sur le portail en leur ouvrant un compte sous 24 heures ouvrées. Évidemment, tout utilisateur qui se connecte au portail peut ouvrir un compte en ligne, c'est gratuit. Et tous ces gens-là peuvent créer de manière illimitée des passeports, des besoins de transformation. Les passeports sont tous visibles sur le portail. Les besoins de transformation sont par contre visibles à partir du moment où des gens qui ont des modules, le logiciel MyPsychléa, ils vont accéder en fait à des choses qui ont été, soit qui sont dans les bibliothèques qui existent déjà au niveau de MyPsychléa, soit dans les choses qui sont rentrées par les gens qui ont déclaré des besoins et des transformations. La seule chose qui est payante là-dedans pour les fabricants, c'est s'ils veulent avoir les petits pictos que je vous ai montrés, là, il faut qu'ils s'abonnent, parce que ça demande un temps d'expertise pour noter les passeports circulaires qu'ils ont rentrés, mais c'est optionnel, ils peuvent juste rester sur un compte gratuit et déclarer autant de passeports qu'ils le veulent sans forcément qu'ils soient notés. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Oui, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure des critères de notation des passeports. Je disais, en fait, cette notation, ce n'est pas un label de plus. Hein. C'est juste pour allumer des petits pictos quand le travail est fait, mesuré et prouvé. C'est un moyen de rendre plus lisibles les labels et les informations environnementales des produits auprès de leurs utilisateurs potentiels. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est de la data, de l'information pour faire des choix conscients et de manière démocratique, donc gratuite. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. Vous avez une idée du volume de consultation de votre base de données? Alors, aujourd'hui, on a environ… alors, on ne mesure pas aujourd'hui la consultation de la base de données parce qu'on est sur du… on le mesure avec Google Analytics. On n'est pas encore suffisamment expert là-dessus pour donner des chiffres précis. En tout cas, il y a au dernier chiffre qu'on avait environ un peu plus de 3000 personnes qui sont ouvertes des comptes. Donc, et en termes de visites par jour, la dernière fois que j'ai regardé sur Google Analytics, on était entre 80 et 100 par jour en fait. 80 et 100 par jour. Ouais. Mais ça évolue tout le temps, c'est une dynamique. En fait, le portail a été ouvert il y a un mois, même si en réalité, la notion de passeport circulaire et de librairie de passeport circulaire existe depuis plus longtemps à travers le logiciel MyPsychléa. Là, on va dire l'accès est plus facile à travers le portail. Et oui, il y a une forte demande parce que c'est un vrai besoin de pouvoir accéder à de l'information qu'on n'a pas sinon facilement. D'accord. Mais ça va grandir forcément normalement. Oui, et puis ça peut s'adapter aussi. Là, je vois parmi les questions, est-ce qu'on trouve l'ID de la fiche FDES dans le passeport? Non, on n'a pas l'ID aujourd'hui de la fiche FDES, on n'en avait pas le besoin, donc on ne l'a pas mis. Et est-ce que les données des FDES publiées dans l'UNESCO constituent une preuve? La réponse est oui. Oui. Si quelqu'un en fait affiche dans la section empreinte carbone les données issues d'une FDES ou d'une EPD, et bien sûr qu'il joint l'EPD ou l'FDES, bien sûr ça constitue une preuve. D'accord, mais c'est un peu contradictoire parce qu'en fait la FDES, ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé par un tiers, c'est quelque chose qui est déclaré par le fabricant, ça. Ah, c'est contrôlé par un tiers, bien Oui, sûr. quand même. Et l'EPD, bien sûr. L'EPD aussi? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, non, c'est pas autodéclaratif, non. Et même si ce n'était pas contrôlé par un tiers,
On admettrait que c'est quand même une preuve, mais du coup, vous auriez un petit picto noir et blanc pour dire c'est autodéclaratif. D'accord. Non, il n'y a pas d'API en fait. Aujourd'hui, c'est une question d'Antoine. Il n'y a pas d'API pour accéder à cette base de données. Par contre, par contre, on est en train de développer des API avec des outils BIM. Puisque aujourd'hui, ça a à voir avec le fait que quand on construit un bâtiment et qu'on utilise aussi le BIM, le lien qu'on a fait, je vous ai montré tout à l'heure, c'est d'avoir l'ID du passeport associé à l'outil BIM, à l'objet BIM, de manière à ce qu'on puisse ensuite importer ça facilement dans MyEpsicléa pour avoir le gisement, avoir des calculs de signature circulaire et puis faire, côté foncière ou bailleur, en exploitation du resource management. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est effectivement d'avoir des API qui permettent d'échanger avec des outils BIM exploitation de manière à synchroniser les gisements. Qu'on n'ait pas une saisie côté BIM et une saisie ou un import asynchrone côté MyEpsicléa. Donc, la synchronisation permet d'avoir, si la base BIM est bien tenue à jour, d'avoir aussi une base MyEpsicléa synchrone par cette synchronisation-là. Et donc, on est en train de le faire, par exemple, avec des outils comme WizCAD, un outil BIM exploitation. Ouais. D'ailleurs, il y aura, si ça vous intéresse, on en parlera davantage. Ce n'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, la semaine suivante, on fera en fait un zoom justement sur le lien entre les outils comme MyEpsicléa, les passeports et puis les outils BIM exploitation de WizCAD. Bonjour, moi j'avais une question, je vous remercie pour la présentation. Bonjour, dans les produits Epsicléa, enfin sur la plateforme, lorsque on exprime un prix, exemple un fournisseur ou on va dire un acteur du démantèlement d'un bâtiment va proposer son produit, il n'intègre pas forcément le coût du démantèlement. Si vous dites je vais avoir de la moquette disponible dans 2 mois à tel coût, quid de ce coût pour aller récupérer le matériau sur place? Aujourd'hui, comment c'est calculé ça? Est-ce que le prix est… Alors, vous avez le mieux, c'est que je vous montre. Je vais partager à nouveau mon écran. Et je vais aller… Là, je vais sur la plateforme MyEpsicléa. J'ouvre une session. Voilà, je vais sur la plateforme de Circolab, qui est l'association des maîtres d'ouvrage de l'économie circulaire, auquel je vous engage de participer si vous êtes intéressé par ça. Donc, ça se passe, Romain, au niveau de la partie écosystème. C'est-à-dire, quand là, vous êtes dans le rôle écosystème, c'est là où vous allez avoir le rôle de la personne qui va faire le resource management. Donc, elle a un tableau de bord. Elle va voir les gisements qui sont disponibles, en tout cas les gisements auxquels elle a accès, qui constituent par exemple les gisements du bâtiment qu'elle gère, avec éventuellement ceux qui sont déjà disponibles ou pas. Elle va avoir aussi tout un tas de besoins, voyez, qui ont été déclarés, local ou éventuellement à travers la librairie donc, que propose MyEpsicléa, donc il y en a beaucoup plus bien sûr. Et elle va voir aussi les transformations, là aussi, soit qui ont été définies localement à travers un compte local, soit qui sont aussi disponibles à travers la bibliothèque qui est fournie. Je vous donne juste un exemple. Là, vous avez peut-être les transformations locales que vous avez créées. Vous pouvez donner, quand vous avez MyEpsicléa, vous donnez des comptes gratuits aux gens qui vont éventuellement déclarer leurs transformations. Et si vous voulez accéder à plus de transformations, il y a une librairie qui existe, où il y en a beaucoup plus, en France et à l'étranger. Donc, voilà. Donc, par exemple, ici, c'est… Voilà, Renewcell, ils font du recyclage chimique de coton, par exemple, en Suède. Bref, pour répondre à votre question, quand on va, par exemple, créer un écosystème, parce que c'est un peu ça votre question, je reprends mon exemple de DIM, par exemple, je vais créer un écosystème, donc je pars du besoin, vous avez vu, je pars du besoin, et puis mes algorithmes intelligents vont faire des propositions de gisement. Voilà. Donc là, il m'a proposé, par exemple, des dalles de moquette, de nylon usagé. Et je vais derrière aussi, par exemple, dire quelles sont les transformations qui vont me permettre
de pouvoir relier l'un à l'autre. Donc, il va tenir compte des informations qu'il y a dans l'un et dans l'autre, les distances et tout ça, et il va faire les meilleures propositions. Alors, par exemple, bon, là, ce n'est pas très local, mais admettons, voilà, des assemblages de moquettes. Vous voyez? Et comme ça, je vais construire mon écosystème. Alors, je ne vais pas évidemment toute la partie transport, stockage, dépolymérisation, je ne sais quoi, je pourrais le mettre, hein, je peux aller chercher d'autres transformations comme la dépolymérisation que je pourrais rajouter. Bon, je ne le fais pas pour pas alourdir ma réponse. Et donc, quand vous avez un écosystème comme ça, vous avez ce qu'on appelle un compilateur. Par exemple, il vous dit, vous voyez, j'ai 1000 m², 1150 m² de moquettes qui sont disponibles. Là, vous dites, ben, j'en prends 100, par exemple. Et je le prends à tel prix. Oui, je prends, par exemple, j'achète ça à tel prix. On a une convention de signe, en fait, qui est une convention comptable. Et quand j'ai ma transformation, je vais aussi dire, en fait, pour le désassemblage des moquettes, voilà, j'ai ces 100 m² là, ben, ces 100 m² là, en sortie, je vais avoir de la moquette désassemblée. Bon, je ne vais pas le mettre, mais ça me coûte, par exemple, tel prix. Tel prix, vous voyez. C'est comme ça, petit à petit, que vous allez construire votre écosystème. Et c'est comme ça que vous allez construire aussi vos indicateurs. Vous voyez, là, ça me coûte pour l'instant moins 150. Et ça a pris un certain nombre d'informations pour calculer les empreintes carbone. Et une fois que j'ai ces informations-là, une fois que j'ai des dates en fait, de prix, de livraison, etc., je peux publier mon écosystème et faire une offre à celui qui a le besoin. Vous voyez. Donc, je demande validation parce qu'évidemment, je veux que celui qui a la moquette, je veux bien me déplacer, je veux être sûr que cette moquette est disponible. Donc, le propriétaire, lui, reçoit une notification, par exemple. Donc, il va dire, bah, OK, peut-être je suis d'accord avec le prix, je suis d'accord avec la date. Imaginons, hein, pour simplifier, ou alors il négocie par chat. Voilà, je reviens sur mon écosystème. Et donc, ça, le gisement réservé, etc. pour le reste. Et une fois que j'ai validé, en fait, finalement, mon écosystème, je peux faire une offre à celui qui avait le besoin. En l'occurrence, Dim, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, Dim voulait telle quantité, et moi, je l'ai récupéré 100. Je lui vends par exemple à 200, pardon, c'est l'inverse. 200 m², 200 mètres à lui donner de fil, puis moi je lui vends à 200 et je lui fais une offre. Voilà, je demande validation. Voilà. Et puis voilà, donc la personne de DIM va recevoir. Là, je vais valider manuellement, ce sera plus rapide. Et ça me permet d'avoir voilà, tout un écosystème avec toutes les valeurs qui sont connues en termes de prix, etc. Du coup, mes indicateurs en fait, me permettent de me calculer. Maintenant, je fais un gain de 50, etc. Donc, après, je vais pouvoir tracer l'acheminement effectif du nylon, de la moquette du départ à travers les différents transformateurs jusqu'à ce que ça arrive sous forme de nylon régénéré chez le client. Vous voyez, donc pour répondre à votre question, ce n'est pas une projection, c'est réellement sur la base des gens qui sont connectés derrière les transformations, connectés derrière les gisements, que je vais leur demander en fait le prix ou négocier avec eux le prix. Je le rends de mon écosystème et ça me permet en fait d'avoir une maîtrise totale en fait de mon coût et de mon modèle économique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si on prenait, si j'ai bien compris, et si je prenais un autre exemple, par exemple des portes qui sont relativement neuves, Oui. Je ne sais pas, un bâtiment qui va être démantelé, on vient de changer de la menuiserie 2 ou 3 ans avant, Oui. donc on a des portes en bon état, c'est le potentiel acheteur qui va proposer à son client, enfin il a vu qu'il y avait de la disponibilité, il va inclure un taux de démantèlement par exemple, il va lui dire je vous les rachète à tel prix dans un premier temps, et l'acheteur lui, enfin le vendeur va lui dire ah non, ce sera plutôt tel prix, la Non, négociation commence comme ça. c'est inversé en fait, Romain, c'est-à-dire qu'on part encore une fois, on part du marché, c'est-à-dire que le marché va exprimer son besoin. On n'est pas sur une place de marché là, on n'est pas en fait sur un acheteur qui va aller sur une place de marché pour voir qu'il y a des gisements disponibles, comme il irait dans une case pour voir qu'il y a des pare-chocs disponibles. Là, en fait, ce qui est important, c'est que le marché, donc celui qui a le besoin, l'est exprimé et que les ressources managers des différents bâtiments disent bah, tiens, Romain, par exemple, est intéressé par des portes de telle qualité, à telle date, en telle quantité. Et ben, nous, en fait, on va avoir ce qu'on a en stock et on va voir comment en fait, on va pouvoir répondre à son besoin en termes de qualité. Peut-être qu'il faut démonter la porte, peut-être qu'il faut démanteler, enlever la menuiserie, enfin, les serrures, etc., parce qu'il veut juste la porte. Parce qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est plus le bois que la porte, je ne sais pas. Et donc, la qualité attendue par celui qui a le besoin va déterminer la nature de l'écosystème et donc le modèle économique. J'ai vu récemment quelque chose qui a été très bien fait, puisque vous parlez de portes, où ils ont récupéré des vieilles portes et les ont complètement en fait, démontées, complètement. Ils ont récupéré le bois en fait en réalité. Donc, ils ont enlevé toute la serrurerie, ils ont tout poncé, ils ont récupéré que le bois. Et avec le bois, ils ont fait une espèce
de façade en fait, moucharabiée en fait, à la base du bois qui est récupéré du port. Donc, ce n'est pas du réemploi, c'est plutôt de la réutilisation. C'est super. Ben là, ça permettrait de savoir exactement le contenu de ce qui est attendu, du prix réel, donc l'équation économique, le modèle économique, donc d'avoir vraiment une maîtrise en fait, de tout ça. Ok. Ouais. Et alors là, vous avez une vision à peu près des besoins qui sont exprimés. Est-ce qu'en proportion, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de propositions de produits aujourd'hui que de besoins exprimés? Enfin, mais Pour ça l'in- peut. pour l'instant, oui, oui, tout à fait, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y en a plus, parce qu'aujourd'hui, Oui. il y a beaucoup de gens qui sont en train de démonter en fait, ou déconstruire plutôt des bâtiments, et que cette notion d'inversion du paradigme, où je vais exprimer mon besoin Mhm. plutôt que c'est de placer en fait un gisement de... Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, aujourd'hui, ce qu'on déconstruit des bâtiments a très peu de valeur. C'est des vieux produits Oui. dont on ne sait rien. Vous voyez, et en plus, je ne sais pas qui en a besoin. D'accord? Donc, c'est très, très compliqué pour les places de marché aujourd'hui de trouver leur modèle économique parce que, ben, et je ne parle même pas de la partie temporalité ou assurance, quoique ça c'est en train de se résoudre, parce que on n'a pas l'information n'est pas agrégée en fait. Donc, quand on Mhm. commence à avoir bien recensé, caractérisé des besoins d'un côté, des gisements de l'autre, et qu'on sait qu'on a des transformateurs intermédiaires que j'ai aussi recensés, qui me permettent de pouvoir répondre à la qualité attendue par celui qui a le besoin, là, on peut faire du business. Et s'il n'y a pas de business circulaire, il n'y a pas d'économie circulaire. Oui. Et les comptes, vous avez parlé des comptes gratuits pour les fournisseurs, des transformateurs et pour Oui. ceux qui expriment un besoin, c'est Oui, gratuit également, oui, j'imagine. oui, c'est ce que j'ai Ok. appelé les responsables besoins tout à l'heure. Oui, ils peuvent aller sur le portail, ils peuvent demander un compte pour créer leurs besoins. D'accord. En fait, du coup, le modèle économique il est essentiellement basé sur les options qui sont liées aux paramètres de chaque fournisseur de produits, j'imagine. Enfin, j'ai vu différentes options. Après, je n'ai pas bien vu les différences de prix, Alors, mais alors, vous vouliez parler du modèle économique de Psycléa, c'est ça? est-ce qui vous permet un petit peu de fonctionner du coup? Alors là, vous ne voyez qu'une toute petite partie émergée de l'iceberg, en fait, qui sont effectivement le portail et les abonnements pour les fabricants, s'ils veulent en fait avoir des notations avec des pictos. Uniquement s'ils veulent avoir Oui. la notation. S'ils veulent créer des passeports, c'est gratuit. Nous, notre modèle à nous, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, si je repartage mon écran, est basé sur les modules dont j'ai peu parlé, parce que ce n'est pas trop l'objet, mais puis je réponds à votre question quand même, qui sont les modules en fait d'inventaire qui permettent de pouvoir donc rentrer dans la banque de matériaux MyEpsicléa les gisements caractérisés par des passeports, d'accord, et de faire des calculs automatiques au niveau du bâtiment sur la base des passeports circulaires qui constituent les produits et leur quantité, de faire des calculs de signature circulaire en matière de circularité, valeur économique résiduelle, non toxicité, etc. Et le second module, en fait, qui est le module donc, qu'on appelle gestion, qui permet, comme je viens de le démontrer sous vos yeux avec l'exemple de DIM et du nylon, de pouvoir créer des écosystèmes. Donc, ce que font nos clients, les foncières, les bailleurs, et aussi les promoteurs maintenant, c'est que les promoteurs sont surtout intéressés par le module inventaire et ils s'abonnent. Il y a un système d'abonnement ou de pourcentage sur le coût du projet en promotion qui leur permet de pouvoir faire des choix saisir finalement les gisements dans le module inventaire de MyEpsicléa et de pouvoir faire des calculs de signature circulaire. Et côté exploitation, les foncières, les bailleurs, eux, s'abonnent en fait au module gestion qui en plus permet de faire cette gestion-là. Là aussi, c'est un abonnement au mètre carré par an. Ou quand c'est du logement, c'est de l'ordre de 1 euro ou 2 euros en fait par logement. D'accord, merci. Et du coup, j'ai une autre question. Vous parliez tout à l'heure du label C2C Cradle to Cradle. C'est le label que vous avez, vous, hein, de mémoire, c'est ça? Enfin, nous, on fait partie des entreprises accréditées pour faire l'évaluation de produits Cradle to Cradle. Oui. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons. En France, Ah on oui, est d'accord, vous les êtes seuls à le faire, mais accrédité. c'est un produit, c'est un standard Et, international. et donc, ce que j'ai pas bien compris, est-ce que des marchés ou des démarches peuvent être labellisés justement en utilisant, par exemple, la plateforme Upcyclea? Une entreprise qui a recours à ça peut prétendre avoir un petit label, ou alors un marché qui exigerait d'avoir recours à de l'économie circulaire peut avoir un label spécifique ou Alors, il y a pas? un Comment label, vous effectivement. l'identifiez? Il y a un label, c'est pas un label, c'est un référencement qui s'appelle C2C Inspired Building, donc qui est possible pour les sociétés, pendant les bâtiments qui sont construits selon la philosophie Cradle to Cradle. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir un impact positif. Il y a 8 intentions positives en fait associées à ça. Ceux qui vont avoir un impact positif sur l'eau, sur l'air, la qualité de vie, la biodiversité, l'énergie, etc.
et qui vont utiliser justement des mathéothèques comme celles qu'on propose par exemple pour être capable de gérer les produits et les upcycler ou les remployer en fin d'usage. Donc oui, il y a un référencement qui s'appelle C2C Inspired Building. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur c2c.buildings.net. Et aujourd'hui, en France, il y a une quinzaine de C2C, pardon. C2C-du-6 buildings.net. Voilà, aujourd'hui, il y a une quinzaine de projets qui sont en cours de référencement. C'est très différent de la philosophie des LEED, des BREEAM ou HQE. Ça consiste à dire, si vous pensez que votre bâtiment répond à cette philosophie en termes d'impact positif et en termes d'upcyclage des ressources, ben, faites-nous un dossier d'éligibilité. Et nous, on aide nos clients à faire ça. Et c'est l'Institut environnemental de Hambourg qui dit, si c'est où travaille Michael Brangart, qui est le fondateur du site aussi, qui dit en fait si bah oui, c'est dans la philosophie, et auquel cas derrière, si c'est le cas, donc l'éligibilité est prononcée, ben, quand le bâtiment est livré, il y a un audit pour vérifier que c'est conforme au dossier d'éligibilité. Donc c'est un processus qui n'est pas cher, hein, c'est un processus qui coûte au maximum, je crois, 6 000 euros, enfin c'est pas cher du tout, parce qu'on veut démocratiser justement en fait le HUI, donc l'Institut environnemental de Hambourg, veut démocratiser justement les bâtiments à impact positif. D'accord. Alors Romain, si vous permettez, je vais aussi répondre à d'autres questions qui sont par écrit, mais c'est très intéressant, je pense que ça profite à tout le monde. Je vais voir s'il y a des choses auxquelles… Alors, Corentin, est-ce que vous savez si Upcycler a déjà été utilisé sur des projets de déconstruction et de construction? Oui, bien sûr. Quand je parlais des 400 000 m², ce sont des projets qui utilisent en fait cette approche-là et cette plateforme-là, ce logiciel-là. Une question de Rosine. En tant que service public, nous utilisons aussi Upcycler Cloud pour avoir une idée de réutilisation possible de certains gisements grâce aux besoins recensés nationalement. Oui, alors c'est vrai, mais je dis à Rosine, attention, pour accéder par contre aux besoins, il faut avoir un abonnement à MyUpcycler Inventaire. Donc les besoins peuvent être déclarés gratuitement, et pour y accéder, par contre, il faut avoir en fait un abonnement à MyUpcycler Inventaire. Pour vous donner une idée, c'est par exemple, si on parlait en termes de, je ne sais pas de quel service public il s'agit, mais si par exemple c'est on va dire un bailleur social par exemple, c'est un coût d'abonnement qui peut être au bâtiment. Donc de l'ordre de 1 euro par logement, pardon, 1 euro du logement par exemple. Ouais. On me dit, si cela a été utilisé, est-ce que vous savez, donc toujours Corentin, est-ce que vous savez à quelle ampleur, quelle partie des matériaux ont été traités via la plateforme et quel est moi? Bon, là, c'est beaucoup de questions. Alors, j'essaie de comprendre la question. Quels matériaux ont été traités via la plateforme? Alors, la plateforme, encore une fois, vous l'avez sans doute compris, ça permet de faire plusieurs choses. C'est-à-dire que ça permet à la fois donc recenser, caractériser et calculer en fait des indicateurs par rapport au gisement qui constitue par exemple un bâtiment ou un parc immobilier. Donc ça, c'est une utilisation majeure en fait de la plateforme. Ensuite, la partie, ce que je comprends dans votre question, quelle partie des matériaux ont été traités via la plateforme? Ça, c'est plus sur la partie gestion, le module gestion, donc et écosystème tel qu'on l'a vu. Donc ça, c'est une partie plus récente. Donc, quelle partie des matériaux? Alors, je n'ai pas les statistiques qui vont dire en fait c'est plus le verre, le nylon, ou c'est plus sous forme de réemploi ou sous forme de cyclage. On n'a pas encore développé dans la plateforme ces calculs automatiques-là et ça fait partie des choses que l'on veut faire. Ce que l'on voit en fait, c'est que c'est essentiellement effectivement tout ce qui est bois, tout ce qui est plâtre, tout ce qui est nylon moquette, ça marche bien, tout ce qui est faux plafond. Donc, parce qu'on sait en fait identifier des écosystèmes avec des gens et des transformateurs qui vont être capables effectivement de refabriquer des moquettes à partir de moquettes, ou de faux plafond à partir de faux plafond, ou des lino à partir de lino. Et aujourd'hui, on commence maintenant à travailler en fait avec des partenaires, puisqu'en fait, encore une fois, MyUpcycler, c'est juste un outil pour permettre à des partenaires de faire du business. Donc, des partenaires comme ECT pour la terre, des gens comme Neoeco pour le béton. Donc c'est vraiment en fait un intégrateur de compétences pour permettre de mettre en relation des gens qui ont des besoins, des gisements et des transformateurs qui vont permettre de répondre à la qualité attendue. En termes de maître d'ouvrage, les gens qui sont, de notre point de vue, en fait, les plus avancés aujourd'hui, c'est des gens comme ICAD, des gens comme Engie sont en train de lancer beaucoup d'opérations de déconstruction à travers notre plateforme. Donc,
Pour l'instant, plutôt les gros. Et puis, en termes de ce qu'on a vu, de gens comme Accor, et puis des gens qu'on a vus plutôt côté promoteur, constructeur, Vinci qui fait son nouveau siège social selon ce principe-là, 74 8 mètres carrés. Donc, il construit le bâtiment pour justement faciliter la gestion ensuite des matériaux. Ou des gens comme la compagnie de Facebook qui ont plusieurs gros projets, notamment Arcueil, 82 000 mètres carrés, ou Next City avec le campus de Deloitte, ou Frey et la Postimo avec le Palais du Commerce à Rennes. Donc, il y a des gros beaux projets. Mais j'attire votre attention sur une chose, c'est qu'on sera d'autant plus performant en matière de traitement de ces matériaux via la plateforme qu'on aura caractérisé ces matériaux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a encore une fois, nous, on le fait intervenir beaucoup sur des, et puis il n'y a pas que nous, hein, sur c'est la grosse mode de la déconstruction, de la réutilisation, du réemploi, etc. Mais honnêtement, en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a juste de mauvais matériaux ou de mauvais produits et qui n'ont pas été conçus pour être démontés facilement. Et donc, on crée très peu de valeur à partir de l'existant. Mais à partir du moment où toute nouvelle rénovation, toute nouvelle construction est faite selon le principe banque de matériaux avec des produits qui sont caractérisés et si possible dans un environnement où ils sont faciles à démonter, du coup, je saurai le moment venu de quel produit il s'agit. J'ai son passeport. Et si ça a été conçu avec un système démontable, je le démonte en moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent, on a des possibilités, mais le coût de démontage est tel qu'on y renonce. Parce qu'on nous dit, en fait, ça nous coûte 3 fois plus cher. Et donc, on dit, OK, il y a un potentiel, mais on ne peut pas aller chercher. J'espère avoir répondu à votre question. Okay, bon, moi, je vais devoir vous quitter. J'ai une Moi aussi. conversation la semaine prochaine avec Christine qui va essayer de nous faire rentrer dans votre système. Donc, je verrai avec elle la semaine prochaine. Ah ben, super, très bien, très bien. Les idées des coûts là, pour les notifications, j'ai vu défiler votre dia tout à l'heure. C'est de combien à combien? Attendez. Sinon, vous pouvez aller sur le site upcycler.cloud, tout est indiqué. Sur le site? Oui, oui, tout est indiqué. Sur le site de Upcycler? Upcycler.cloud. Ah, ok, bon, ça, je vais y aller voir. Vous irez voir, donc si vous êtes fabricant, donc, oui. Bon, vous allez sur la rubrique fabricant, il y a marqué s'inscrire. Et là, vous aurez en fait les prix d'abonnement au mois. Dépêchez-vous, il y a une promotion jusqu'à fin novembre. Oh, d'accord. Je pense que Profitez-en. Christine va nous en parler. Oui, profitez-en. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. C'était donc un plaisir de vous parler. Donc la semaine prochaine, justement, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Eric, il y a Vicona qui fait partie des fabricants qui sont abonnés à la plateforme, qui viendra nous présenter justement le produit, puisqu'on propose aussi évidemment à tous les fabricants qui sont abonnés de venir parler de leurs produits, parce qu'en général, ceux qui s'abonnent, c'est ceux qui sont fiers de leurs produits. Parce qu'ils ont de bons produits et ça, c'est bon pour nous tous. D'accord. OK. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse. Très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.